Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport? Aujourd'hui, c'est un podcast solo où je reviens sur mon premier triathlon longue distance, 113 km, 70,3 miles ou distance demi-Ironman, tout dépendant comment vous voulez appeler ça. Je pense que moi, pour la suite des choses, je vais juste appeler ça 113 km parce qu'on est en kilomètres, puis c'est comme ça que ça s'appelait, en fait, au Challenge Cap Québec qui avait lieu dans ma ville où j'ai grandi, la ville où j'habite, donc dans ma cour arrière. J'ai pas vraiment précisément d'idée de la façon avec laquelle je veux parler de cette course-là, mais je vais quand même le faire de façon chronologique. Et excusez-moi si je m'égare un petit peu. À noter que ceux qui m'écoutent, j'ai une bière sans alcool dans les mains. En ce moment, je suis en off-season, donc je suis plus relax et je me permets des bières sans alcool comme si c'était quelque chose de genre « Oh my God, une bière sans alcool ». Mais à noter que j'avais déjà enregistré ce podcast-là. La semaine passée, j'ai passé la semaine à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. J'avais enregistré le podcast avec mon setup mobile. Et en le réécoutant, dernièrement, avant de l'envoyer à l'équipe ici au Studio SF pour qu'il soit mis en ligne, en l'écoutant, je me suis dit que c'était pas exactement l'impression que je voulais laisser de mon expérience. Parce que je sonnais un petit peu aigri, un petit peu amer, et c'était vraiment pas du tout ça que je voulais transmettre comme émotion ou comme information par rapport à cette expérience-là de triathlon longue distance. Donc, je me reprends ici, puis en plus, j'en profite parce que j'étais au Studio SF et la qualité audio et la qualité vidéo, évidemment, est bien meilleure quand on est ici, dans ce magnifique studio à Montréal. Donc, je vais commencer avec mes attentes avant la course. Si vous me suivez, vous savez que j'ai fait 2 triathlons olympiques dans la préparation jusqu'à mon objectif principal, l'objectif A, le Challenge Cap Québec. Le premier triathlon olympique, j'en ai parlé sur le podcast déjà, c'était à la base de plein air de Sainte-Foy et c'était mon premier triathlon. Donc, à partir de là, si vous voulez entendre mes apprentissages par rapport à mon premier triathlon, je vous invite à aller écouter l'épisode qui traite de ça. Et mon deuxième, qui était le triathlon d'Alma, qui était une semaine avant le Challenge Cap Québec, je l'ai utilisé pour tester mes apprentissages de mon premier triathlon et les mettre en pratique. L'objectif était vraiment de garder ça à une intensité qui était élevée, mais qui était quand même pas trop intense à une semaine de l'événement principal. Donc, c'était plus une longue sortie tempo. Mettons ma dernière longue sortie tempo à une semaine de mon événement. Et l'objectif principal à Alma était de mettre en place tous ces apprentissages-là et de voir qu'est-ce qui clochait encore. Ça en est sorti de cette course-là quelques apprentissages encore. Notamment, la première chose que je savais que je voulais changer, c'était de trouver un wetsuit qui n'avait pas de manches. Parce que je trouve que la température de l'eau est vraiment pas un enjeu. Pour moi, j'ai jamais froid dans l'eau. Et le wetsuit à bras, je trouve que mes bras sont lourds, je trouve que ça restreint mon mouvement et ça fait que mon efficacité de natation est vraiment moins bonne. Et le fait que c'est moins bon, pour aller à la même vitesse, il faut que je mette plus d'énergie et quand je suis sorti de l'eau, je savais que je voulais dépenser moins d'énergie que ça pour la vitesse à laquelle j'allais. Donc, ça, c'est mon premier apprentissage. Deuxième apprentissage, c'était la première fois que je roulais avec un vélo de triathlon. Le fit était tout croche parce que c'est moi qui l'avais fait selon ce que je pensais en me regardant un peu dans un miroir.
Et le troisième apprentissage, j'ai chafé de partout. J'avais des coupures quasiment. Mon tri-suit m'a coupé en bas. J'avais les nipples ensanglantés à la sortie de ça. Donc, c'était mes 3 apprentissages. Ce que j'ai fait dans la semaine me préparant jusqu'au Challenge Cap Québec, c'est que j'ai trouvé un nouveau wetsuit. Dans le fond, j'ai acheté un wetsuit Roka qui n'a pas de manche. Je voulais le tester. J'ai pas eu l'occasion de le tester. Honnêtement, je préfère encore le wetsuit Arena qui va jusqu'au bras, le Storm Arena, quand tu fais juste mettre le wetsuit. Par contre, quand tu mets le tri-suit en dessous du wetsuit, là, ça fait que les épaules sont vraiment trop coincées en haut. Et ça, je voulais éviter ça. Donc là, j'ai le Roka. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas mis mon tri-suit jusqu'à sur mes épaules. J'ai laissé mon tri-suit en bas, à la taille, en me disant que j'allais avoir le temps du moment où j'allais sortir de l'eau. Il y avait, au Challenge Cap Québec, là, je parle, il y avait 400 mètres de la sortie de l'eau jusqu'à la transition. Donc, j'avais en masse le temps de défaire mon wetsuit, l'enlever et de monter mon tri-suit par-dessus mes épaules et de le zipper en avant. Je savais que j'avais le temps de faire ça. Je l'avais testé mouillé et c'était aucun problème. Donc, j'avais mon tri-suit à la taille, par-dessus, en dessous de mon wetsuit et mon wetsuit qui me libérait les épaules. On reviendra sur comment ça s'est passé plus tard. Ensuite, je suis allé faire un fit au Vélo Cartel par Jordan. Un asti de crinqué du contre-la-montre, de la position aérodynamique. Le gars, il connaît ses shit. Puis là, c'est mon go-to guy quand j'ai des questions par rapport aux positions, au fitting, aux pièces à acheter, whatever. Je suis allé faire ça. Et la troisième chose que j'ai faite par rapport au chafing, j'ai juste acheté de la vaseline puis du Body Glide pour le matin de la course. Comment j'abordais la course? Mon objectif principal était d'avoir du plaisir. Par contre, je suis quand même quelqu'un dans la performance, donc je voulais faire la meilleure performance que je pouvais faire. Je ne m'entraîne pas pour être relax les jours de compétition, je m'entraîne pour tout donner la journée de la compétition, de l'objectif. Donc, en sachant ça, je m'étais quand même mis certains objectifs de performance. Par contre, en triathlon, comme dans n'importe quelle épreuve d'endurance ou de ultra-endurance, un temps, ça ne veut pas dire grand-chose parce que les parcours sont tellement différents. La seule façon que tu peux comparer un temps, c'est entre le même événement à 1 an de différence. Comme si l'an prochain, je refais le Challenge Cap Québec, je vais pouvoir me comparer au temps que j'ai fait cette année. Mais ça ne sert à rien d'essayer de comparer un temps, de viser un temps précisément en disant « OK, moi, je veux faire 5 heures » parce que ça se peut que tu arrives à Tremblant, par exemple, cette année, où est-ce que là, la natation est coupée, ou même quand tu arrives à Tremblant, mais là, il y a 900 mètres de dénivelé sur le vélo versus une course comme à Québec, où est-ce que là, il y avait juste 400 mètres sur le vélo de dénivelé. Les temps sont plus ou moins représentatifs. Et après ça, tu ne peux pas non plus te comparer à ta position tant que ça, parce qu'il y a des endroits, justement, comme Tremblant, encore une fois, qui est une course tellement relevée parce qu'il y a plein de monde de partout qui viennent, versus une course comme le Challenge Cap Québec, qui était la première année qu'il faisait, fait que personne ne savait vraiment s'il allait avoir du haut niveau là-bas, etc. Donc, j'ai fait un combiné des deux. Dans le fond, je me suis dit, OK, je vais mettre au moins un temps barème de ce que je croyais que j'étais capable de faire et je vais aussi viser de me classer le mieux possible dans ma catégorie d'âge 30-34. Le temps que je voulais faire, c'était 4h30. Je savais que si je faisais 4h30 sur un parcours qui, somme toute, semblait, je sais pas, quand même roulant, on y reviendra, une natation qui était dans un bassin contrôlé, pas de vagues, un parcours qui, après ma mort, semblait roulant, et ensuite un parcours de course que je connaissais très bien parce que c'est mon parcours de course à moi que je fais, je sais pas, 5 fois par semaine, je cours dans ces rues-là, donc je le connaissais très bien. Donc je savais que 4h30, c'était quand même réaliste, puis c'était pas mal à la hauteur de mon entraînement puis de ce que je jugeais être ma forme à ce moment-là. Donc, vous me connaissez, les 2 jours avant la compétition, en fait, principalement la journée avant, le samedi, on partait le dimanche. Le samedi, j'ai carb-loadé en innocent. J'ai carb-loadé comme le champion du monde. Je suis peut-être pas dans l'élite
du triathlon, mais je suis dans l'élite mondiale du carb load. Je vous le dis, ça n'avait pas de sens. Ma journée, en me levant, dès que je me suis levé, je me suis craqué des crêpes, une montagne de crêpes. Puis des crêpes pas full bonnes, tu sais, des crêpes où est-ce que j'avais mis un scoop de vieille whey vegan aux fraises dans ça pour avoir un petit peu de protéines vegan dans mes crêpes, mais une montagne de crêpes, du sirop d'érable. Ma blonde a goûté aux crêpes, à leur cracher tout de suite. C'était vraiment juste pour remplir. Puis après ça, il n'y avait pas un moment dans la journée de mon lever jusqu'à 6h PM où est-ce que j'avais pas une liqueur dans ma main. Puis pourquoi la liqueur? Parce que c'est drôle, on m'a demandé cette question-là pendant que je me préparais. Pourquoi la liqueur? Parce que la liqueur, c'est extrêmement dense en glucides. Et ça reste pas dans ton ventre, ça reste pas dans ton estomac, tu n'as pas besoin de le digérer. Si je prends 40 grammes de glucides en liqueur versus 40 grammes de glucides en riz, le riz, il va me rester dans le ventre, puis le lendemain, pendant ma course, je vais l'avoir dans le ventre. Puis si tu veux manger, là, moi, j'essaie de viser 800 grammes de carbs ma journée avant la course. Si tu veux prendre 800 grammes de carbs et que tu prends des carbs solides, comme des carbs solides avec des fibres au lieu de juste du sucre, ben, tu vas avoir 800 grammes de carbs dans le ventre. Mettons que tu manges, imaginez-vous, là, 800 grammes de carbs en pain. Ça n'a pas de bon sens comment c'est du pain, là. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais manger des repas normaux. Je vais pas essayer de booster les carbs dans les repas, mais à travers la journée au complet, je vais toujours avoir une liqueur dans mes mains. C'est ça que j'ai fait. Puis j'ai réussi à atteindre mon objectif de 800 grammes de carbs et en voulant finir à 5 heures aussi. Donc, je voulais qu'à 5 heures PM, j'aille fini de consommer mes carbs parce que sinon, mais là, tu as des problèmes dans le sommeil, puis là, ça vient un peu nuire à la performance. Donc, de mon lever jusqu'à 5 heures PM, j'ai passé mon 800 grammes de carbs, principalement en liqueur, et ça l'a très bien fait. Flash forward au lendemain matin, le cadran était à 4h45 parce que je voulais me rendre à pied jusqu'au site de la course, qui était à peu près à, 1,5 km de chez nous, là. J'étais allé porter mon vélo la veille, et là, j'avais juste besoin de descendre avec mon stock. Donc, j'ai descendu. J'aime ça quand même être loin. J'aime ça être loin du site du départ de la course pour avoir le temps de marcher comme du monde, parce que quand tu marches, tu actives tout. Puis, tu actives principalement ton ventre, ta digestion, ton estomac. Puis, ben, vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est une priorité pour moi les matins de la course. Faut que tu ailles chier. Faut que tu ailles chier comme du monde. Puis si tu y vas pas, ça te met pas en confiance, mais si tu y vas, tu as une bonne merde. Excusez-moi tout le monde. Si tu y vas et tu as une bonne chiotte, ça te met en confiance. Fait que c'est ça que ça a fait. Aussitôt que j'étais arrivé en bas, j'avais bu mon petit café. Je buvais du Pika. J'avais un scoop d'endurance plus 2 scoops de Carb Boost dans ma bouteille que je buvais tranquillement l'heure et demie avant ma course. Puis en passant, oui, je veux juste revenir un peu avant parce qu'on m'a posé la question aussi, pourquoi tu bois de la liqueur et non du Pika? Qui est une excellente question. Premièrement, parce que dans la liqueur, ce que tu veux, c'est tu veux juste loader les carbs. Tu veux pas loader les électrolytes, tu veux pas loader la taurine, tu veux pas loader les vitamines pour rien. Tu veux juste loader des carbs. Donc, dans la liqueur, il y a juste des carbs. Dans le Pika, il y a l'aspect hydratation aussi, les électrolytes, il y a la taurine, ce qui sont super, super positifs lors de ton effort, lorsque tu sues et tu as besoin de te réhydrater, mais donne pas grand-chose quand tu as besoin de prendre 800 grammes de carbs. Donc, c'est pour ça la liqueur la veille, mais la journée de la course, ben là, tu as besoin d'être hydraté, tu as besoin de la taurine, fait une scoop de Pika Endurance avec 2 scoops de Carb Boost. En allant vers ma course, j'ai aussi mangé un bagel le matin. Bagel avec margarine vegan et beurre de peanut, beurre d'arachide, petite gorgée de bière. Excusez-moi. Donc, arrive à la course, bien installé, je mets mon wetsuit, tout va bien, mon setup de transition, je place tous mes trucs. Puis ma transition était vraiment... J'hésitais entre mettre les souliers
sur le vélo déjà et partir à course nu-pied, ben, du moins avec mes bas, en nu-bas, amener mon vélo, là, sauter sur le vélo puis mettre mes souliers après. Ou mettre les souliers avant et partir à courir avec mes souliers de vélo et monter sur le vélo, puis ça va être plus simple rendu une fois sur le vélo. À Alma, j'avais essayé de mettre les souliers de triathlon direct sur le bike, puis j'ai gossé. Il a fallu que je redescende de mon bike. Je suis monté sur le bike, j'ai mis ça, ça a comme tombé, ça n'a pas tenu, puis là, il a fallu que je descende du bike, je mette mes souliers, puis je remonte. Là, j'ai dit fuck that. Ma transition, mon rack était vraiment proche de la sortie, fait que j'étais à peine à 20 mètres max de l'endroit où embarquer sur mon bike. Fait que je me suis dit, je vais juste mettre mes souliers au moment de transition. Fait que tout était bien placé. Je m'en vais vers le départ de natation. Là, il y a comme des genres de corail, là, où est-ce que tu te places selon ton estimé de vitesse. C'est important de respecter ça parce que c'est pas le fun de dépasser des gens, puis c'est pas le fun non plus de se faire dépasser. Connaissant ma natation, je suis allé en avant dans le premier corail de vitesse ou le premier coraux, je sais pas comment ils appellent ça, du moins la première place où est-ce qu'il y avait du monde. Et là, il y avait une couple de personnes que je connaissais, des nageurs que j'ai déjà rencontrés. Il y avait Nick qui était là. Nick est un nageur, un gars avec qui j'ai nagé. On nageait vraiment pas les mêmes épreuves. On a nagé pendant le même moment. Mais lui a continué, ou du moins il est plus jeune que moi, fait que sa carrière a comme continué plus longtemps. Puis lui, il nageait du 1500 ou du 10 kilos. Puis à un niveau, il était sur l'équipe nationale au 10 kilos. Puis comme sous toute réserve... il était fucking fort. Là. Puis ça fait pas si longtemps que ça qu'il a arrêté de nager. Donc, je savais que lui allait vraiment être vite, mais en même temps, mon niveau de natation était vraiment, ces derniers temps, là, vraiment à un bon niveau. J'étais probablement à mon meilleur niveau de natation depuis que j'ai arrêté de nager de façon compétitive en 2016. Donc, je me suis dit, surtout avec le wetsuit, si je me mets dans ses pieds, je risque d'être capable de rester là. C'était ma mentalité. Parce qu'en natation, si vous ne savez pas, il y a un principe de draft, un petit peu la même chose qu'au vélo, où est-ce que si tu te mets dans les pieds de quelqu'un, mais là, la personne brise l'eau en avant de toi, puis toi, tu es comme aspiré par lui. Tu sauves peut-être, c'est vraiment moins qu'en vélo, mais peut-être 10% d'effort, mettons, si tu restes dans les pieds de quelqu'un, 10 à 15%, ce qui est quand même considérable à ces vitesses-là, puis au niveau d'effort, à ce niveau d'effort-là, ce qui était, à mon avis, Nick avait pas plus que 15% de forme meilleure que moi en natation à ce moment-là. C'était mon avis, là, c'était ce que je pensais. Donc, quand ça l'a parti, c'était des vagues, dans le fond. Fait qu'il y avait 4 nageurs par vague, puis là, il y avait 1, 2, 3 go, les premières vagues partaient, puis là, 3-4 secondes plus tard, la deuxième vague, puis après ça, la troisième vague. Fait que moi, je me suis mis à côté de Nick, dans ma vague. On était la troisième vague. En rétrospective, on aurait vraiment dû se mettre la première vague. Sauf que, tu sais, t'es jamais vraiment certain. Puis tu veux pas avoir l'air du gars qui est comme « Hey, toi, c'est fou d'être là, je suis le meilleur nageur ici. » Parce que d'un coup, que tu te fais dépasser, puis t'es juste dans... Tu fais juste te faire nager dessus par la personne qui te dépasse, ça fait juste chier tout le monde, tu sais. Fait que... Mais en rétrospective, on aurait vraiment dû y aller parce qu'on a fait, je pense, le premier et le troisième meilleur temps en natation. Fait qu'on avait notre place en avant. Anyway, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était en troisième vague. Et là, quand c'est parti, j'ai un peu été surpris avec la vitesse à laquelle Nick était parti. Parce que je m'étais dit, Chris, s'il part à cette vitesse-là, il est bien trop vite. Là, ça a comme pas rapport. Sauf que ce que j'ai vu, c'est que lui, il a tout de suite dépasser les 2 vagues en avant parce qu'il y avait une bouée qui s'en venait. Puis moi, j'ai pas fait ça. Puis là, quand je l'ai vu partir, j'ai essayé de le suivre un peu. Puis je suis resté comme dans ses pieds. Sauf que là, il y a un gars qui était dans la deuxième vague, qui était en avant de moi. Puis, tu sais, je veux dire, il était en deuxième vague, il était pas lent. Fait que je pouvais pas comme le passer en genre 2,5 secondes. Fait que là, la bouée s'en venait. Puis là, je voulais pas aller me mettre en avant puis lui donner un coup pour le tasser. Ça reste du triathlon amateur. Là. Je suis pas là pour péter le nez de quelqu'un avec mon coude. Fait que là, je suis comme resté derrière lui. Mais pendant que moi, je restais derrière lui, Nick, lui, il a fait le virage puis il est parti. Puis tout le reste de la natation, je levais la tête puis je voyais Nick en avant de moi. Puis j'étais comme, pour le rattraper, il faudrait que je fasse un genre de... Faudrait que je fasse un 100 mètres all out. Puis après ça, je serais pas capable de rester dans ses pieds. Je vais venir faire 100 mètres all out. Fait que je me suis juste mis sur mon tempo. Juste nager en sachant
l'intensité que je voulais mettre en restant avec une bonne cadence au niveau du haut du corps, en ayant un bon petit un kick qui supporte, là, un beat kick. C'est pas mal ce que j'ai trouvé en natation d'eau libre qui fonctionne le mieux, surtout en wetsuit. Là, les jambes sont tellement... surtout mon wetsuit Roka, il est tellement épais. Là, c'est sûr qu'il n'est pas légal pour la natation en eau libre de natation. Là. Il est légal pour le triathlon, mais il est tellement épais que c'est sûr et certain que tu peux pas mettre ça dans une compétition de natation. Là. Fait que je donnais juste un kick par coup de bras, un bon tempo, puis j'ai pas... Faudrait que je revérifie, en fait. Je pourrais sûrement vérifier, là. Mais, tu sais, je suis arrivé... Attends un peu, je vais voir si je l'ai pas direct ici, à côté de moi, là. Prendre une petite gorgée. OK, moi, je suis là. Oups. OK. Ça, c'est moi. Boum, 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 boum. Bon, tu vois, ça me dit pas grand-chose. Non, ça me dit pas grand-chose. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est le pire contenu audio là, que vous avez. OK. Fait que Nick, il a fait 23,45 en natation. Puis moi, j'ai fait 24,14. Fait que c'est 30 secondes. Puis, honnêtement, je pense que si c'était pas de cette affaire-là, si c'était pas du gars qui m'a comme bloqué le chemin, je serais resté dans ses pieds, puis ma stratégie a fonctionné. Mais j'ai passé déjà beaucoup de temps à parler de cette stratégie-là qui n'a pas fonctionné pour, au final, 30 secondes. T'sais, c'était vraiment pas la fin du monde. Bref, sors de là. Sors de la natation, là, j'étais quand même vraiment confortable. J'avais pas dépensé tant d'énergie. Ça avait bien été. Sur le Sport Stats, ils disent 1,15 de pace, mais ma montre, elle me dit que j'ai fait 1700 mètres à 1,24. C'est pas vrai ça non plus, parce que le GPS, il était tout mêlé. Moi, je pense que la réalité, là, on a dû faire à peu près une 18 de pace. Ce qui est quand même vraiment bon, puis je suis vraiment satisfait de ça. On a dû nager à peu près dans ces eaux-là. Une 18, une 19, genre. Fait que je suis sorti de l'eau, ça allait bien. Là, enlève mon wetsuit, mais le tri-suit, comme je parlais tantôt, tout fonctionne super bien, ça glisse bien, zip ça. Arrive à transition, on enlève le wet, mets les bas, j'ai choisi de mettre des bas. Ensuite, mets les souliers, mets le casque, pars avec le bike. Tout va super bien. Au moment d'embarquer sur le bike, même chose, tout est nickel. Puis là, le vélo part. Là, c'était le premier, c'était 4 boucles. Puis dès que j'ai commencé la première, j'ai réalisé que c'était un parcours qui n'était pas nécessairement facile. Au début, on montait la bretelle sur l'autoroute du frein. Là, il y avait comme un bon pitch à monter pour monter l'échangeur. Puis après ça, il y avait un virage à 180 degrés au bout. Est-ce que tu perdais toute ta vitesse? Puis après ça, tu redescendais jusqu'au chute Montmorency. Et au chute Montmorency, il y avait 3 virages à 180. Puis des virages à 180, honnêtement, ça fait chier parce que tu perds toute ta vitesse. Puis il faut que tu relances à chaque fois. Il faut que tu te relèves sur tes quads, puis tu pousses. Puis à chaque fois, c'est genre un burst. Fait qu'il y avait 5 virages à 180 degrés par boucle. Fait qu'en tout, il y avait 20 virages à 180 degrés où est-ce qu'il fallait que tu te relèves puis tu repompes. Plus que ça, il y en avait 24 parce qu'il y en avait 6 par tour. Fait qu'à chaque fois, il fallait que tu te relèves, tu pompes sur tes pédales. Puis les vélos de triathlon, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que c'est vraiment plus lourd qu'un vélo de route. Puis c'est pas fait pour grimper. Puis c'est pas fait pour relancer en vitesse. Parce que tu peux comme mal te balancer. Fait que tout ça est un petit peu plus laborieux. Fait que plus il y a des virages à 180 degrés comme ça, plus c'est chiant. Mais le parcours était magnifique. T'sais, tu roules sur l'autoroute. Une fois que tu te mettais à rouler, ça roulait, par exemple. T'sais. Puis là, tu roulais sur l'autoroute, le vent dans le dos en y allant, le vent d'en face en remontant. Mais le vent était vraiment tolérable. Fait que moi, quand je suis parti, première boucle, j'avais encore les pulsations. On dirait que la natation, quand je suis sorti de l'eau, ça allait bien. Genre, j'avais les pulsations bien correctes, mais on dirait que la transition m'a fait exploser mes pulsations, puis j'ai même pas couru si vite. Fait que j'aimerais comprendre pourquoi, quand je suis embarqué sur le bike, j'étais plus
un peu paniqué ou étourdi que je l'étais au moment de faire de sortir de l'eau, dans le fond. Mais bref, après la première moitié de la première boucle, ça s'est calmé. Et là, j'ai pu me concentrer à pousser des watts. Après 1h30 de bike, donc après 2 tours et un tiers, je me suis comme dit, Chris, il me semble que ça fait longtemps que je suis là, puis qu'il me reste encore 1 heure. Puis là, j'ai vraiment allumé parce que, tu sais, quand tu regardes une distance comme le 113 km, tu te dis, ou le demi-Ironman, tu te dis, ouais, il y a pas mal plus de vélo que de natation, hein? Mais là, j'ai réalisé qu'il y en avait crissement plus. Parce que j'avais fait ma natation en 24 minutes. Là, ça faisait 1h30 j'étais sur le bike, puis il restait encore 1 heure. Là, j'ai réalisé, j'ai dit, OK, non, c'est vraiment, dans le fond, la natation, ça n'existe pas, man. C'est comme si c'était un autre... On dirait que j'avais... un matin, j'ai nagé un peu, puis là, je suis en train de faire du vélo. C'était ça le feeling que j'avais. Puis, en même temps, là, je commençais à sentir mes quads. Puis, il a fallu que je ralentisse. Parce qu'il a fallu que le dernier 1 tour et demi, je me suis dit, il faut que tu arrêtes de pousser parce que là, tu seras plus capable de courir, tu sais. Puis finalement, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à spinner un petit peu plus. Pour arriver à la fin du 4e tour, en sachant pas trop qu'est-ce que je venais de dépenser comme énergie. Parce que j'avais déjà fait, tu sais, 120 kilos de vélo avec une course après, avec de l'intensité dans la course, puis le 120 kg de vélo, ça allait. Ce que j'avais jamais vraiment fait, puis c'est peut-être là mon erreur, c'est plus qu'1 heure de bike, tempo. Tempo-ish, là, on s'entend? Mais je l'avais jamais fait de pousser pendant 1h30, 2 heures, genre steady, puis aller courir après. C'est là mon erreur principale. De toute ma course, là, c'est là mon erreur principale. Parce que quand je suis arrivé après 2h30 de vélo, en pensant que j'étais correct, je suis arrivé à la transition, j'ai débarqué de mon vélo, puis en courant de la ligne de débarcation jusqu'à ma station, là, je me suis dit, fuck, je suis dans la marde. Parce que les quads étaient jamais bien raides. Fait que là, j'arrive à mon rack. En passant, il y a ça, commentaire pour cet événement-là, puis j'ai pas fait d'autres événements de cette envergure-là, donc je peux pas le savoir. Il y a trop de vélos par rack, là. Genre, si vous n'êtes pas capable, comme soit ayez des zones de transition plus grandes, ou s'il n'y a pas d'espace, prenez moins de monde, mais il y a trop de vélos par rack, il y a trop de chances d'accrocher des affaires des autres, de déranger le setup des autres. Fait que là, je trouvais comme pas mon rack parce qu'il y a trop d'affaires. Il y a des wetsuits, là, partout à perte de vue. Fait que là, finalement, il y a comme un gars qui fait 185, c'est ici. Là. Puis là, j'ai fait le tour, je replace mon bike. J'ai perdu quand même du temps dans la transition, mais on s'entend que c'est quand même marginal. Tu sais, avant ta course, n'importe qui fait à ses premiers triathlons, c'est comme, OK, la transition, puis là, t'es super stressé par rapport à la transition. Bro, la transition, on s'en calisse, man. Même si tu perds 2 minutes dans ta transition, c'est rien sur le 5 heures de ta course, là. Vraiment, tu vas être capable d'aller rechercher ça facilement si t'es confortable et t'es pas paniqué. Fait que j'ai perdu du temps dans la transition, mais on s'entend que je suis pas à 30 secondes près, là. Fait que là, change ça, enlève les souliers, mets les souliers de course. Au moins, ça s'est bien passé. Tu sais, avec des petits élastiques, ça va super bien. Mets les souliers de course, mets la ceinture, casquette, lunettes, on part. Et là, je savais que ça allait être une longue journée, là. Je savais que j'allais être dans la marde. Je m'étais dit qu'à la course, si tout allait bien, j'étais capable de faire 4,05. La semaine d'avant, à Alma, j'avais fait 4,07 de pace sur le 10 km, puis j'étais vraiment tempo, là. J'étais loin d'être à bloc. Fait que là, je m'étais dit, OK, man, essaie de viser entre 4,05 et 4,10 sur 21 kilos. Je savais que j'étais... Tu sais, c'est quelque chose que je suis capable de faire
à l'entraînement quand même assez simplement, là, tu sais. Puis là, je dis pas ça, tout le monde a sa vitesse, puis là, je vous parle de moi, qui est de mon expérience. Puis je savais que, tu sais, même dans des situations fatiguées, c'était une vitesse que j'étais capable de faire. Mais là, après 4 kilos, où est-ce que j'étais dans ces eaux-là, 4,10, 4,5, entre 4,5 et 4,15, dépendant du kilomètre, là, parce que des fois, ça montait, des fois, ça descendait dans le premier 4 kilos. Mais là, je me suis dit, faut que tu peux plus courir. Parce que si tu continues comme ça, dans 1 kilo, tu marches. C'était clair dans ma tête. C'est si tu continues à cette vitesse-là, dans 1 kilo, tu marches. Puis si tu marches au kilomètre 5, ça se peut que tu finisses pas la course. Puis je voulais finir la course. C'était chez nous. Je m'étais préparé pour ça. Il n'y a pas d'affaire de DNF. C'est pas comme des ultras. Les ultras dans le passé, si vous écoutez le podcast depuis un bout, vous savez que je suis un spécialiste des DNF dans les ultramarathons. Mais les ultras par le passé que je finissais pas, c'était parce que si tu marches, il te reste encore 12 heures de marche à travers la nuit, skipper une nuit pour 12 heures encore à traverser, juste pour traverser une ligne d'arrivée. En ultra, ça ne m'intéressait pas. Mais là, t'es chez vous, t'as 5 kilos de feuilles, il reste 15 kilos. Au pire, tu marches, jog, tu te rends. Sauf que je m'étais dit, si j'arrête maintenant, ça marche pas. Je peux pas. Fait que, bref, pour revenir à mon 4e kilo, j'ai dit, je peux pas continuer à courir à cette vitesse-là. Fait que je me suis dit, je vais jogger jusqu'à la fin. Mais je vais pas marcher. Je vais pas arrêter de marcher. Je vais jogger jusqu'à la fin. Heureusement pour moi, le training que j'avais fait m'avait permis d'avoir une course, m'avait permis d'avoir un niveau de jog qui était à peu près à 4,30. 4,25, 4,30. Fait que même si dans ma tête, j'étais comme, OK, non, faut que tu ralentisses, man, ça va pas, faut que tu jogues. Ben, je joguais, puis j'étais quand même à 4,25. Fait que ça, c'était vraiment la bonne nouvelle. À chaque fois, je me disais, hey, man, t'es tellement lent, t'es dans le marde. Puis là, ma montre sonnait pour me dire 1 kilomètre. Puis là, je regardais ma montre, c'était comme 4,27. Puis à chaque fois, ça me redonnait un petit boost de comme, hey, man, genre, arrête, t'es correct, là, tu sais. Ce qui n'a pas aidé, c'est que je me faisais dépasser. Puis si j'avais été plus en arrière dans le peloton, j'aurais dépassé du monde à 4,25, puis ça m'aurait fait « OK, man, t'es pas complètement off, là, tu dépasses du monde quand même. » Mais là, c'était pas ça qui se passait, c'était les gars qui me dépassaient, puis ils me dépassaient quand même vite, là, tu sais, assez pour que je me dise « Man, on dirait que t'es à 6 du kilo, c'est quoi le rapport? » Le premier, le gars qui a gagné chez les pros, là, qui a fait, je pense, 3,40 ou whatever, un malade mental, il m'a dépassé parce que c'était 2 boucles. Fait que lui, il m'a dépassé dans sa 2e boucle. Il y avait comme 10 km d'avance sur moi. Puis, il m'a dépassé, man, comme si j'étais arrêté. Là. Je courais à 4,25. Là, puis le gars, il a passé à côté de moi. Puis il m'a fait me sentir comme si j'étais à 7 du kilo. Finalement, après ça, j'ai regardé comment il a tenu. Puis j'ai genre fait 3,20 là, de pace. Fait que j'ai pas si pire que ça. Mais bref. La première boucle, je la fais, ça va. Là, après ça, je repasse à la 2e boucle. Puis là, ma blonde est à côté de moi. Puis là, je dis, là, écoute, là, ça va pas pantoute. J'ai besoin genre, ça va pas, là, tu sais. Puis là, elle a couru avec moi vraiment un bon bout là, le long du parcours en disant, let's go PH, let's go PH, let's go PH. Puis là, je me suis dit, come on, man, t'es genre, ça va, là, tu sais. Juste quand elle a arrêté, j'ai pris la décision de m'arrêter dans un ravito. Parce que, tu sais, les petits verres, tout le temps, t'es tout le temps en train de comme un peu te l'encrisser partout d'en face. Fait que là, j'ai dit, OK, non, là, prends 10 secondes. Mettons que ça te prend 10 secondes de plus, là, c'est rien. J'ai pris 10 secondes pour prendre un verre d'eau, descendre le verre d'eau complet, un verre de Gatorade, descendre le verre de Gatorade, un verre de Coke, descendre le verre de Coke, un verre de glace, me le mettre dans le tri-suit en arrière, un autre verre de glace, me le mettre dans le tri-suit en avant, puis là, repartir à la course. Juste faire ça, ça m'a vraiment aidé. Ça a été comme miraculeux. Là, j'ai été capable de courir, puis là, de comme me repogner un genre de rythme plus à l'aise et me rendre au kilomètre, je pense, 16. Puis là, arriver comme un dieu. Pour reprendre l'exemple, j'avais fait une comparaison avec le roi Théoden plus tôt dans mon autre podcast où je raconte mon histoire de triathlon. Mais là, comme Gandalf
arrive à la fin des 2 tours, qui arrive au gouffre de Helm avec le lever du soleil, il y a un petit gars qui est arrivé avec une hose, puis qui était en train de remplir un genre de gros baril. Puis là, il m'a regardé, puis là, il a vu dans ma face que j'étais en détresse, puis il m'a dit, en pointant le baril, « Rafraîchissement express ». Là, moi, j'ai vu ça. C'était un gros baril avec de l'eau puis des glaçons. J'ai enlevé ma casquette, me suis crissé à genoux, je me suis dunké la tête pendant 5 secondes jusqu'aux épaules dans ça. Je me suis ressorti la tête, j'ai pogné ma casquette, j'ai mis de la glace dedans, puis je l'ai swipé sur ma tête. Je suis reparti de là, puis on dirait que ça m'a fait un genre de refresh ultime. Là. Ce qui me fait dire que c'était peut-être aussi une question de chaleur et d'hydratation, on y reviendra tout à l'heure, sur la stratégie de nutrition, mais c'était peut-être un peu ça, parce que quand j'ai la glace, plus le temps de prendre des liquides comme du monde, plus le dunk dans le baril de glace, ça a fait que les derniers 5 kilos, là, j'ai recommencé à me retrouver un peu, puis j'ai réaccéléré pour finalement finir la course en 4h29,53. Je regardais ma montre, je savais que j'étais parti à 4h07. Je savais que j'étais parti, excuse-moi, à 8h07 ou à 7h07. Puis là, je voyais qu'il était rendu 11h36. Puis je voyais la ligne d'arrivée. Puis là, je suis arrivé, puis là, j'ai vu 4h, j'ai vu mon nom. Mon nom est quand même facile à spotter, là, Pascal Hugo Caron-Quentin. J'ai vu 4h29, puis là, c'était genre 47, 48. Puis là, j'ai sprinté le plus que je pouvais. Finalement, quand je vois les vidéos de mon arrivée, c'était pas un sprint très magistral. Là. J'avais l'air d'un gars qui boite. Mais finalement, je traverse la ligne d'arrivée. 4h29,53, en bas de mon objectif de 4h30. Avant de parler de mes apprentissages complets, de mes observations plus macro, je vais juste revenir sur ma stratégie de nutrition. Mon objectif, c'était de prendre autour de 100 grammes de glucides par heure. J'avais juste des gels Morten 160, fait que c'est 40 grammes de carbs par gel. Honnêtement, ça fonctionne bien parce que tu traînes moins de gel, mais 40 grammes de carbs en one shot, c'est quand même du stock. Fait que probablement que je vais retourner, je vais reculer un petit peu pour aller me chercher des gels 25 grammes Morten parce que je trouve que c'est une meilleure dose. Au pire, je prendrai plus de gel. Fait que avant la course, j'ai pris un 40 grammes de Morten. Avant la natation, excuse-moi, avant de partir, là, juste avant de partir, 40 grammes Morten. Après ça, sur le vélo, j'avais 3 bouteilles de 650 ml. Dans chacune des bouteilles, j'avais un scoop de Upica Endurance, 2 scoops de Upica Carb Boost. 79 grammes de glucides par bouteille, par 650 ml d'eau. Fait que j'en avais une en bas, 2 en arrière. Je voulais descendre une bouteille par heure, plus un gel 40 grammes par heure, sachant que j'allais laisser dans les fonds des bouteilles un peu de Upica et dans les gels un peu de gel. Fait que je me disais, je vais arriver à 100 grammes, entre 100 et 110 grammes à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est que on dirait que quand tu es dans un bar aéro, tu bois comme moins parce que c'est un peu tannant sortir de la bouteille. Puis, fait que des 3 bouteilles que j'avais, j'en ai bu 1 et 3/4 sur 2h30 de bike. Ce qui était probablement vraiment pas assez, autant au niveau de carbs qu'au niveau liquide. J'aurais vraiment dû me forcer plus à vraiment les boire. OK, une bouteille par heure, puis les dernières 30 minutes, tu es sur la 3e bouteille. Puis, tu sais, tu te forces à le faire. Apprentissage pour la prochaine fois. La prochaine fois, je vais vraiment faire ça parce que au final, si tu sors des bars aéro pendant 15 secondes pour boire une shot d'eau, le temps que tu vas perdre, man, c'est minime. Là, ça sera vraiment pas si pire. Surtout si tu le times avec des endroits où est-ce que tu ralentis ou des trucs, des endroits sur le parcours qui sont moins aéros, justement, ou qui sont moins rapides. Probablement que c'est vraiment pas si pire la perte de temps, dans le fond. Mais malgré tout, j'ai pris 2 gels 40, Morten 40, pendant le vélo. J'en ai pris un en startant la course. Et ensuite, sur le parcours de course, j'avais aussi une bouteille que je tenais dans ma main, que j'avais faite avec
un scoop d'endurance, 2 scoops de Carb Boost que je buvais tranquillement. Mais ce que j'ai manqué, c'était du liquide. Vraiment, j'ai manqué de liquide parce que là, ma bouteille, c'était une 400 millilitres. Puis 400 millilitres avec 79 grammes de carbs, la balance n'est pas bien, là. Surtout si tu prends des gels en plus. Fait que moi, ce que je comptais sur le fait que sur le parcours, j'allais avoir l'opportunité de prendre de l'eau, mais c'est tous des petits verres de marde sur ces parcours-là. Puis je comprends parce que tu veux pas avoir trop de verres, ça coûte trop cher et tout. Mais il faudrait trouver une meilleure technique que ça. Faudrait, ou du moins moi, tu sais, je pourrais avoir une plus grosse bouteille dans mes mains. Il faudrait que j'essaie de trouver, ou peut-être carrément, de juste marcher plus souvent dans les ravitaux. Parce que tu as tout le temps l'impression que genre, hey man, je peux pas perdre 5 secondes ici, 5 secondes là, puis au final, ces 5 secondes-là, si tu prends le temps de vraiment boire puis que tu bunkes moins à la fin, tu vas aller le rechercher en 1 km. Tu sais, 1 km de bunk, tu peux aller perdre 1 minute sur 1 km de bunk, tu sais. Dans le fond, quand tu penses à ça, là. Fait que c'est ça. Bref, peut-être marcher plus, mais la stratégie de nutrition comme telle, au niveau de l'énergie, ça semblait bien. Je pense qu'au niveau de l'hydratation, j'en ai manqué un petit peu. Et au niveau de la chaleur, tu sais, peut-être que c'est un vient avec l'autre. Là, j'aurais peut-être dû... Parce que là, les verres que j'avais, je les utilisais pour m'écrisser d'en face aussi, à la place de boire, tu sais, comme un cave. Fait que tout ça mis ensemble, c'est un succès, ma stratégie de nutrition, j'aimerais dire, mais il y a des apprentissages à faire encore là. Petite gorgée de bière, parlant de stratégie de nutrition. Mes réflexions plus macro sur cette expérience-là. La chose principale que je retiens de tout ce build-là là, jusqu'à ce triathlon-là, j'ai adoré m'entraîner pour. J'ai adoré. La balance natation, vélo, course, j'ai tripé. Moins de courses que dans le training marathon, fait que beaucoup moins dur pour le corps. J'étais à 60 kg à peu près à la place de 120. Le vélo, premièrement, les longues sorties en zone 1, que ce soit que j'avais fait ça en Espagne, au Lac-Saint-Jean ou à Québec, incroyablement le fun, tripant ben raide. Après ça, les sorties sur le trainer ou les entraînements sur le trainer, tellement efficaces en termes de temps. Tu sauves tellement de temps à juste te lever, aller dans ton salon, être sur le trainer. J'adore faire ces entraînements-là, super précis, vraiment en amour avec ce type d'entraînement-là. Et finalement, ben, renouer avec mon amour pour la natation. Même cet hiver, nager en dedans 3 fois par semaine au YMCA. J'ai adoré ça. Je pensais plus que j'allais aimer ça, mais j'ai adoré ça. Après ça, l'été, évidemment, quand les piscines extérieures sont ouvertes, aller nager avec les boys à Sillery, c'est de la bombe. J'adore ça. Et nager en eau libre quand l'occasion se présente. Bref, toutes ces choses-là, 100%. C'est sûr que je continue ça. Sûr et certain. Ça, c'est le plus de fun que j'ai eu à m'entraîner depuis probablement que je suis plus au secondaire. Parce que même quand je nageais au cégep, université, t'es comme 8 à 9 entraînements semaine dans la piscine, t'es genre tellement là-dedans qu'à un moment donné, tu vois plus le fun, tu vois plus le bout, tu vois plus rien, tu vois juste la ligne noire au fond de la piscine. Là, c'est le plus le fun que j'ai eu à m'entraîner dans les 6 derniers mois. C'est vraiment le pic. J'ai adoré ça. Adoré ça. La course comme telle, je sais pas si j'ai aimé ça. L'événement était vraiment le fun. Rencontrer les gens la journée de l'événement, j'ai adoré ça aussi. Tout le monde qui sont venus me parler, vraiment, revenez me parler. Tu sais, si vous écoutez le podcast, encore une fois, venez me parler du podcast. Le nombre de personnes qui sont venues me parler, le nombre de personnes qui m'ont encouragé sur le bord de la piste. Vous êtes incroyable. Si vous me voyez, vous voulez venir me parler du podcast, venez, ça va me faire plaisir de discuter avec vous, surtout dans des événements comme ça. Je veux dire, vous êtes fous. Le nombre de personnes aussi que j'ai vues dans les bouteilles, tu sais, moi je reconnais Upica, ressemble à quoi? Je connais la couleur par cœur. Donc, quand je voyais des bouteilles transparentes dans des vélos, je voyais du Upica, des fois je dépassais du monde, je fais « Hey, Upica dans la gourde », c'est comme « Hey, let's go PH ». C'était des interactions incroyables. Donc, l'événement comme tel, j'ai trippé. Après ça, pourquoi j'hésite à dire si j'ai vraiment aimé ça?
Je trouve que cette distance-là, spécifiquement cette distance-là, je trouve que ça favorise vraiment. Puis pas que je veux me comparer ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est pas vraiment du triathlon. On dirait que c'est du vélo. Puis c'est ça que j'ai trouvé le plus... Du vélo-course, tu sais, mais principalement du vélo. Parce que c'est tellement démesuré la grosseur du vélo dans cette course-là que tu te dis, OK, ben dans le fond, il faut que je devienne un cycliste plus qu'autre chose. Parce que la natation, je veux dire, le ratio, mettons, là, c'est 1 pour la natation, 6 pour le vélo, même, tu sais, plus que 6 pour le 6,5 quasiment fois la natation pour le vélo, tout dépendant de la vitesse à laquelle tu vas, là. Et quasiment 3,5 pour la course. Le ratio 1 pour 3,5, ça va. Natation, course, je suis capable de dire, OK, 1, 3,5, c'est correct. Mais 1, 6,5, 3,5, 6,5, je trouve ça démesuré, man. Puis, tu sais, je comprends que c'est la nature de cette épreuve-là, mais je trouve quand même que c'est débalancé. Une des raisons pourquoi je voulais réenregistrer le podcast que je suis en train d'enregistrer en ce moment, c'est que quand je l'ai fait à Saint-Anne-des-Monts, j'étais quand même... J'étais pas mad parce que... J'étais pas fâché parce que je savais que ça allait être ça, mais j'étais quand même déçu que cette distance-là, qui est comme vendue mur à mur partout, soit autant peu axée sur la natation. Alors que ça aurait... Tu sais, comme dans ma tête, c'est comme l'occasion parfaite de faire un sport. Tu sais, les 3 sports. Mettons que tu dis... Admettons qu'à la place de 1, 6,5, 3,5, c'était 1, 3, 3. Fait que tu fais 30 minutes de natation, 1h30 de vélo, 1h30 de course. Imagine ça, tu sais. Une genre de distance comme ça. C'est pour ça que le triathlon olympique, je trouve que c'est quand même, le ratio est quand même vraiment bon. C'est 1, 3, 2. C'est quand même une belle distance. Fait que quand je suis sorti de là, j'étais comme, OK, non, d'après moi, ça va être juste je vais continuer le triathlon parce que j'aime trop l'entraînement, mais je vais me concentrer sur le olympique. Puis dans la dernière semaine, il y a une affaire qui m'est apparue. C'est que, oui, le vélo, c'est de loin la chose qui nécessite le plus de temps dans le triathlon, mais c'est aussi la chose dans laquelle je peux le plus m'améliorer. Parce que la course, ça fait un bout que j'en fais. La natation, évidemment, je peux retrouver un niveau... je pense pas que je vais aller bien plus vite que je vais maintenant. Là, je peux maintenir ça, peut-être améliorer encore un peu, me rapprocher un petit peu plus du nageur que j'étais, mais je ne vais pas être capable de... Je n'irai jamais à 1,05 du 100 mètres. Mais la course non plus. La course, je vais être capable d'améliorer ma course encore à force d'en faire puis dans le temps, mais... Je pense que j'approche du bout où est-ce que, je veux dire, je ferai jamais 2,30 au marathon. Là. Peut-être faire, si je m'entraîne fort, 2,40, mais je vais pas descendre à 2,30. Donc, le vélo, par contre, je commence à peine. Fait que je me dis, OK, dans le fond, je comprends. À la place de refuser ce challenge-là, je me dis, je vais l'accepter. Parce que 4h30, c'est une belle distance d'effort. Ça, je trouve vraiment, par exemple. Je trouve que la durée de l'effort comme telle était vraiment intéressante. Ce que je ferais, si j'avais quelque chose à faire, je ferais 2 fois la natation pour la même distance de vélo puis de course. Là, tu aurais vraiment de quoi de un peu plus fair pour les nageurs, je veux dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que à la place de le voir d'un œil de « Hey man, fuck, esti, cette distance-là, ça favorise les cyclistes », mais je vais me dire « Chris, améliore-toi en vélo. » Fait que c'est un peu ça la différence que j'ai dans ma tête maintenant. Puis c'est ça. Ça fait que ça... Je suis pas mal plus en paix avec ça. Puis honnêtement, plus je m'en éloigne de l'événement, plus j'ai apprécié mon expérience. Un petit mot sur les chiffres. Comme je disais, à peu près 1,18, 1,19 de pace en natation, ce qui est target. J'aimerais vraiment ça. Ça fait pas si longtemps que ça que je me suis remis pour vrai en natation. Là, je commence à retrouver des valeurs qui sont quand même assez intéressantes, mais je pense vraiment que je serais capable d'aller chercher du 1,15. Puis si j'arrive à 1,15 pour une distance de 1,9 km,
je vais être satisfait. Puis évidemment, plus vite, ça serait mieux. Mais 1,15, c'est vraiment le target. Fait que ça, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Mais je suis confiant que juste en nageant, juste en continuant à nager 3 fois 12 000 à 15 000 mètres par semaine, c'est assez. Ensuite, le vélo, j'ai poussé finalement en moyenne 250 watts pour mon 2h30. C'est ça que j'avais en tête comme objectif. Mais ce qui s'est passé, c'est que la première heure et demie, j'ai poussé vraiment plus que ça. J'ai dû être autour de 280. Puis la deuxième heure et demie, j'ai dû être autour de 200. La deuxième heure, j'ai dû être autour de 220. Fait que ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment pousser à 250 égales. Ce qui m'amène à me dire que je pense pas que j'ai besoin de pousser bien plus que ça. Je pense que si je pousse 275 watts pendant 2h30, je vais être à un niveau de vitesse que j'accepte totalement. La différence qui va se passer, c'est que si je suis capable de pousser 275 watts, mais que c'est vraiment plus facile que j'étais là, ben la course va se régler par elle-même. Puis c'est là, je pense, le jeu. Fait que je veux pousser plus en vélo parce que je pense que je suis capable d'améliorer mon bike. Mais mon bike n'était pas terrible. Tu sais, dans le fond, je l'ai ici. Fait que mon vélo, chez les 30-34, j'ai fait le 3e meilleur bike chez les 30-34 en 2h24-58. Après ça, 51e bike général, mais ça compte les pros, là, fait que on s'entend que là-dedans, c'est ça. 51e, il y avait 15-20 pros. Anyway. Fait que tu sais, 3e bike chez les 30-34, si je suis capable de biker juste un peu plus vite que ça, mais, fait améliorer un petit peu ma vitesse le jour de compétition, mais mettons, en étant vraiment plus fort au vélo, ben ça fait que là, tu ménages vraiment tes jambes. Puis, d'être capable de ménager tes jambes, mais là, ça vient tout changer pour la course à pied. Fait que c'est ça. Je pense qu'en valeur de power pure, je veux pas pousser bien plus que ça. J'étais quand même proche de quelque chose d'intéressant. Évidemment, tu veux tout le temps pousser plus, là, mais je pense surtout qu'il faut que ça devienne plus facile. Puis à la course à pied, mais là, c'est ça. Mon pace de course à pied, au final, est autour de 4,29. Fait que tu sais, c'est ça. Ça, c'est là que je peux m'améliorer vraiment beaucoup. Puis ça va tout changer. Fait que ça pour ça. Ensuite, avant de vous laisser, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je me disais, est-ce que je veux faire une autre triathlon? Moi, ce que j'aime principalement des événements, c'est que ça me permet de calculer mon niveau, de voir je suis à quel niveau, je suis à quel endroit dans ma préparation. Et là, je le sais. Et je sais que je suis tellement loin du niveau que je veux être en vélo que on dirait que j'ai pas envie de refaire une autre course avant l'été prochain. Puis, on dirait que j'ai juste envie de, premièrement, terminer l'été en chillant un peu. Parce que ça fait quand même un petit bout que je suis sur la go, puis que, tu sais, je fais des entraînements d'intervalle sur le bike, puis des affaires de même. Que là, j'aimerais ça pouvoir prendre mon bike, puis juste aller rider dehors. Évidemment, je vais continuer à faire, tu sais, des entraînements sur le bike de contre-la-montre, sur Zwift en intensité, parce que j'aime vraiment ça, faire ça, en checkant des vidéos, whatever. Mais je veux quand même pouvoir aussi chiller. Je veux quand même aussi pouvoir faire des fins de semaine avec des potes en août, en septembre, sans me sentir mal de manquer un entraînement ou quelque chose comme ça. Pour ensuite retomber à l'automne et à l'hiver dans un mode un petit peu plus sérieux d'entraînement pour la saison prochaine. Mais là, j'ai tellement de travail devant moi, je sais tellement c'est quoi mes faiblesses que ça me sert comme à rien. Tu sais, je regardais peut-être pour le challenge Esprit Montréal, mais en même temps, c'est tellement bientôt. J'aurais pas le temps d'améliorer mes affaires. J'aurais pas assez de temps pour devenir un meilleur cycliste. Ça se fait sur du long terme. Fait que je me dis, tant qu'à faire ça, je vais prendre ça un petit peu plus relax dans le prochain mois.
je vais recommencer à builder après, puis ça va me laisser tout un hiver de préparation, tout un hiver de grind intense. Puis ça, j'ai quand même hâte de faire ça. Fait que ce qui s'en vient pour moi, ça va être ça, dans le fond, carrément. Ça va être du chillage en nous, du vélo de randonnée, de la trail, la course, natation dehors en eau libre dans des piscines extérieures. Catch me outside, comme ils disent. Fait que c'est ça. C'est ça l'objectif. C'était mon recap du triathlon. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. Puis continuez à me suivre dans ces aventures-là. En passant, je sais que je l'ai dit tantôt un petit peu, mais tous ceux qui écoutent le podcast, vous êtes... Puis, genre, premièrement, que vous preniez votre temps pour écouter moi, comme ça, qui parle de mes trucs, c'est débile. Mais aussi, que vous veniez me parler aux événements, ça me touche beaucoup. Que vous m'encouragiez, que vous... Tu sais, c'est ça, ce projet-là, c'est un projet de cœur. Le projet, le Upika Podcast, même Upika plus largement, c'est vraiment un projet de cœur qui me rapproche du sport. C'est ça que je veux faire. Mais que vous veniez me voir pour me dire que soit vous aimez ce que je fais, vous écoutez le podcast, vous apprenez, vous êtes motivé, ça me fait tellement chaud au cœur. Puis j'adore ça. Fait que continuez à le faire. Puis continuez à poursuivre vos objectifs. Fait que salut, gang.